Salut tout le monde, bon dimanche chez vous. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Ici, vous avez donc des solutions fiables concernant toutes vos préoccupations. Alors, comme promis, au menu du jour, nous allons travailler sur ce projet. C'est un bâtiment R+12. Ok. Alors, c'est que nous allons voir ensemble, nous allons travailler sur comment choisir sa fondation, semelle isolée, semelle filante ou radier général. Alors, déjà, je dirais que cette formation sera subdivisée en 3 parties. Il y aura donc la première partie où nous allons étudier donc la semelle isolée. La deuxième partie, on verra justement la semelle filante. Et la troisième partie, c'est là où nous allons exploiter le radier général. Alors, pourquoi je me suis permis de faire cette formation? C'est compte tenu de tout ce que j'ai réussi comme questions ainsi que préoccupations. Voilà, donc déjà, il faudrait que vous puissiez comprendre, dans le domaine du génie civil, étant qu'ingénieur, il ne suffit pas seulement de prédimensionner une structure, de modéliser, de la charger, et puis de dimensionner. Mais il faudrait que, une fois que vous dimensionnez vos semelles ou vos fondations, il faudrait que vous puissiez comprendre est-ce que la fondation que vous avez optée, est-ce que c'est une fondation économique ou c'est une fondation qui n'est pas économique. Par exemple, sur ces projets, c'est un bâtiment R+12, comme je l'ai dit tantôt. Mais vous allez voir que ce genre de projets, déjà à travers ces projets, je peux aussi réaliser donc cette œuvre avec une fondation en semelle isolée ou bien une semelle filante, mais aussi soit les radiers générales. Ça dépend tout simplement des types de sols et aussi la manière dont je suis en train de calculer la structure compte tenu de sa surcharge. Donc, dans cette formation, vous allez très bien maîtriser comment vérifier l'économie d'une semelle isolée, d'une semelle filante, ainsi que d'un radier général. Salut, comme je l'ai dit dans mon introduction, today nous allons voir comment choisir sa fondation donc à réaliser. Donc nous allons voir comment ou quand est-ce qu'il faut utiliser une telle fondation, soit la semelle isolée, semelle filante ou un radier général. Nous allons voir donc les cas pratiques. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre pratiquement, nous allons voir quelles sont les conditions et dispositions qui peuvent nous amener à opter pour utilisation d'un radier général. De prime abord, on sait qu'on utilise les radiers généraux lorsque le terrain a une très faible importance. C'est d'abord cette condition-là qui est primordiale. Déjà, donc, si vous voulez exécuter ou bien ériger un bâtiment, dorénavant, vous avez déjà un sol qui a une très faible importance. On peut déjà penser à réaliser un radier général. C'est parmi donc les conditions. Mais sachez que ce n'est pas l'unique solution ou condition, car on peut aussi substituer donc ou améliorer les sols. Ok? Et donc, c'est-à-dire que je peux avoir donc un sol qui a
donc une très faible portante du sol, mais par des méthodes de substitution ou de remaniement du sol, je peux faire de manière à ce que la capacité portante du sol soit renforcée. Et au lieu de réaliser les radiers générales, je peux faire soit une semelle filante ou également une semelle isolée. Et donc, ça dépend. OK? Alors, déjà, il faut aussi comprendre qu'il y a possibilité de penser à réaliser aussi un radier général si les sols en place, donc, il y a présence d'un sol inondable. C'est-à-dire, vous ergez ces projets ou un bâtiment dans un sol qui est complètement inondable, c'est-à-dire qu'il y a présence de l'eau, où il y a des remontées capillaires presque à tout moment. Et bien, déjà là, je peux également penser à réaliser un radier général. Mais qu'à cela détienne, il faut mettre seulement en tête que l'ingénieur, c'est un génie, c'est quelqu'un qui n'est pas bité. Et donc, l'unique solution n'est pas seulement de réaliser un radier général. Alors, je peux me dire aussi que, bien sûr que je suis dans un sol inondable, ou bien la capacité portante du sol en place n'est pas du tout bonne, eh ben, je peux opter pour soit autre type de fondation, soit une semelle filante, ok, par des mécanismes qu'on peut, bien entendu, déjà donc mettre en œuvre. J'espère que vous le savez très bien qu'en ingénieur, donc déjà, si vous êtes dans un sol inondable, il y a possibilité même, voire même de rabattre, de faire donc ce qu'on appelle le rabattement des nappes. Ok, vous pouvez placer des drains un peu partout pour essayer un peu de faire fuir un tout petit peu de l'eau et au même moment, vous réalisez directement donc la fondation. Ou bien, vous avez également la possibilité de renforcer en fait les sols. Ok, c'est vrai, donc il y a plusieurs méthodes ou il y a plusieurs manières qu'on peut faire afin de réaliser donc soit une semelle isolée ou bien une semelle filante. Mais aujourd'hui, nous allons voir maintenant, à travers ces projets, nous allons commencer d'abord avec la semelle isolée. Nous allons commencer d'abord à dimensionner la semelle isolée, afin de vérifier si cette semelle-là sera, bien entendu, économique. OK? Si cette semelle sera économique, et aussi de deux, s'il n'y aura pas chevauchement, OK? Ou notamment, est-ce que la surface totale de mes semelles sera supérieure à la surface du bâtiment, OK? Si par contre, les conditions que je viens de citer là n'est pas respectées, eh bien là, je peux directement conclure que la semelle isolée n'est pas économique. Et donc, là, je vais faire recours directement à une semelle filante. On va vérifier également la semelle filante. Si la semelle filante aussi n'est pas économique, je vais vous montrer comment la vérifier. C'est là où maintenant on pourra jeter notre dévolu sur un radier général. Ce n'est pas comme ça qu'on prend la décision de réaliser soit un radier général. Donc, il faudrait que vous puissiez d'abord essayer également de vérifier d'autres types de semelles. OK? Et si les conditions n'est pas satisfaisantes, c'est là où vous allez peut-être penser maintenant à réaliser un radier général. Alors, sans plus tarder, nous allons donc évoluer. Et retenez également que, comme je l'ai dit, par la méthode de substitution, on peut améliorer donc les sols et utiliser les semelles isolées ou la semelle filante. OK? Mais à une seule condition, il faudrait que vous puissiez vérifier d'abord si ce sont des semelles économiques. Puisque un ingénieur n'est pas seulement pour les calculs des structures ou bien le plan d'exécution. Ce n'est pas que puisque vous avez calculé ou vous avez dimensionné la semelle, que tout est bien fait, mais il faudrait que vous puissiez d'abord vérifier si cette semelle-là est économique pour conclure que tout a été bien fait. Donc, nous allons évoluer. Alors, déjà, sur ces projets, ce que je vais faire premièrement, je vais d'abord relancer les calculs. Je viens là, je relance les calculs. Je vais patienter. Après avoir lancé les calculs maintenant,
je vais d'abord vérifier maintenant. Et donc, je vais vérifier l'effort normal. OK? Voyons maintenant les réactions, suivant bien sûr les repères globaux. Je viens, je prends résultat, diagramme barre. Résultat diagramme barre. Je viens là, je prends effort normal. J'applique. Voilà. J'applique. Et là, je vois déjà donc la valeur max. OK, je suis en train de voir très bien la valeur max. Alors, je peux aller jusqu'à la fin, afin de différencier ça. Je prends différencier uniforme. J'applique également. Voilà. OK, regardez là, vous avez donc la valeur max. Déjà, je vois ici que la valeur max est connue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais rentrer là-dessus. Je prends toujours résultat. Effort. Pour bien voir aussi même les nœuds. Extrêmes globaux. Extrêmes globaux. OK. Voilà. Le max est là. C'est suivant la direction de Z. Hein. OK. Donc, c'est ça l'effort normal. Suivant Z, bien sûr. OK. Vous allez voir que c'est la même valeur que celle que je vis dans l'autre sens. OK. Alors, ce qui est beaucoup plus important ici, à ce niveau, il faut tout simplement que vous puissiez retenir d'abord le numéro de nœud. Le numéro de nœud, c'est combien 18 053. Donc, ça 80 et puis 53. Je rentre là. Ça 80 et puis 53. Ça 80, 53. Nœud, je mets là. Ça 80 et puis 53. Et je fais Enter. OK. Dès que je fais Enter, le nœud est déjà sélectionné. OK? Le nœud est sélectionné par défaut. Alors, et puis maintenant, je vais passer directement au dimensionnement. Je peux prendre soit ferraillage réel, élément béton armé à partir d'ici. Ou bien je viens là, je prends dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Je clique. Suivez-moi très bien comment je suis en train de procéder. Donc, je fais de mon mieux pour ne pas être rapide. Hein. Comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Là, je peux venir là. Je clique sur... voilà. Combinaison. LI et LS. Je vais cliquer sur OK. C'est juste pour confirmer. Et je viens là. Je déplique. Et je double-clique. Voilà, la semelle en question est là. OK? Semelle isolée là. Maintenant, à ce niveau, c'est que je vais faire, c'est quoi? Alors, pour les dimensionnements, ici, les dimensions par défaut. Une fois que la semelle a été déjà prédimensionnée, je peux insérer mes valeurs ici. Alors, moi, je vais laisser comme ça par défaut. Comme ça, le logiciel pourra donc... prédimensionné pour moi une fois que je lance les calculs en faisant justement la descente de charge. OK? Voilà. Là, je peux continuer maintenant. Ce que je fais, je viens là, je vais commencer d'abord avec à définir d'abord les sols. Je commence d'abord à définir les sols. Alors, déjà ici, je sais très bien que la contrainte que moi je vais utiliser une contrainte de 0.4 mégapascal. Et la profondeur du bon sol est de 3,50 mètres. OK? Maintenant, sur le paramètre du sol ici, je suis obligé, premièrement, de définir les différentes couches du sol. Je viens juste à côté là. Là, vous savez très bien comment on a souvent la petite des procédés. Je viens là, je vais travailler avec et quoi par exemple? Je clique. Sol en place. Premièrement, j'ai les sables et graves. Lâche. OK.
sable et graves lâches. Deuxième couche, il y a présence des sables et graves compacts. Sable et graves compacts. Ok? Voilà. Ici, je peux dire même à partir de 1,50 m. Ok. Comme la profondeur est de 3,5 m. C'est déjà bon. Maintenant, je viens au niveau de la nappe, le niveau du fond de fouille. Le niveau du fond de fouille, c'est comme je l'ai dit, la profondeur est de 3,50 m. Et donc, je descends jusqu'à 3,50 m. J'insère tout simplement les 3,50 m. Et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a présence de l'eau? Eh bien, je me dis, il n'y en a pas. Et puis j'applique. Dès que j'applique, voilà la configuration que j'ai. Et puis je ferme. Je viens là, je prends option géotechnique. Option géotechnique. Déjà ici, je vois que la norme que je suis en train d'utiliser, ça c'est... et donc, je vais changer. Ça c'est la norme qui est liée avec la construction métallique. Moi, je vais travailler avec Bael. Je viens là, je prends préférence des tâches, normes de conception. Je clique là. Sismique, là, il n'y a pas de problème. Voilà, je viens là, je prends Bael 91 modifié 99. Géotechnique DTI 1312. Paramètres par défaut. Je change et puis je vais enregistrer ça comme paramètre par défaut et puis OK. Voilà, j'accepte. OK, c'est bien. Je vais rentrer d'abord sur définir sol. Tout est OK, il n'y a pas de modification. Je prends maintenant option géotechnique. Voilà. Option géotechnique. Je vais commencer d'abord avec les coefficients de sécurité. Les coefficients de sécurité par rapport au glissement, je prends 1,5. Par rapport au renversement également, je prends 1,5. Je passe maintenant au niveau de la contrainte. Déjà ici, la contrainte est connue par rapport à mon cas. J'ai une contrainte de 0,4 mégapascal, c'est ce que j'en sers. Et puis la profondeur ici, la profondeur est de 3,50 m. Ok, donc je mets la profondeur 3,50 m. C'est bon. Et puis je clique sur OK. Voilà, c'est pour dire que je finis avec les deux. Sol et géotechnique. Maintenant, je vais faire encore quoi? Je viens au niveau de paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage. Fissuration ici, je vais travailler avec la fissuration peu préjudiciable, milieu non agressif, tenue au fait 0. Option de calcul. Vérification poinçonnement, le coefficient, je laisse toujours 1, tout comme je peux prendre 1,5. 1, déjà c'est bon pour moi. La condition de nos fragilités, c'est bon. Béton, je prends béton 25. Diamètre qui prédomine, diamètre du granulat, je prends 14. Haute adhérence 400. Ici, je vais enlever barre des 6 et barre des 6, barre des 8, barre des 10 et barre des 12. Ok, barre des 12, oui. Transversal ici. Haute adhérence 400. Je vais refuser le barre des 6. Donc, je prends ça, je refuse, je laisse barre des 8 et barre des 10. Puisqu'il s'agit de la fondation. Pour le bâtiment R+12. Haute adhérence 400, j'enlève ça. Je prends donc le même section que l'acier longitudinal. Et puis OK. Voilà, c'est tout. Définir dimension, je n'en ai pas besoin. Définir charge. Je clique là. OK, je viens là. Je clique une seule fois. Pour insérer donc notre charge. Puis je ferme. Voilà, définir sol. Déjà fait. Tout est bien. Maintenant, étant donné que je finis avec les tout, je peux que lancer les calculs. Je viens là. Je lance les calculs. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Voilà. Eh bien, regardez déjà ce qu'il m'a proposé ici. Regardez ce qu'il m'a proposé. Et vous allez comprendre qu'en réalité, c'est un bâtiment R+12, mais
et le bâtiment n'est pas complètement chargé, ok, puisque c'est tout simplement un bâtiment d'habitation qui n'est pas complètement chargé. Alors regardez la section qu'il m'a proposée ici, ok. J'ai une section de 3,90 m, 3,90 m, donc c'est une section carrée par rapport à la semelle. Carré, ok. Et puis de l'autre côté, vous avez tout ce qui va avec. Voilà. Donc regardez à quoi ça ressemble. Maintenant, là je viens de dimensionner la semelle isolée. Je viens de dimensionner la semelle isolée. Mais il n'y a rien qui me dit que la semelle que j'ai calculée, c'est une semelle qui est justement donc économique. Ok? Nous allons faire maintenant des vérifications. Retenez déjà que la section proposée ici, nous avons une section carrée, donc de 3,90 m, 3,90 m. 3,90 m, 3,90 m. Donc, nous allons faire quelques vérifications. Tenez. Je peux faire ça quelque part ici, comme ça vous allez très bien comprendre comment ça fonctionne. Je prends d'abord peine. Attendez, voilà, je vais calculer ça à côté, comme ça vous allez retenir une fois pour toutes. Voilà, mettre à côté ici. Voilà. Déjà, il faut comprendre que la vérification que nous allons faire ici, nous allons faire deux vérifications. Premièrement, nous allons voir, on va faire d'abord une vérification pour voir s'il n'y a pas risque de chevauchement des semelles. Ok? Première vérification, premier point. Nous allons vérifier s'il n'y a pas chevauchement. Deuxième point. Deuxième vérification, c'est là où nous allons voir maintenant. Et donc, nous allons vérifier la section de nos semelles. Donc, toutes les semelles. Nous allons vérifier d'abord sa valeur nette, si ça sera supérieur par rapport au 50% donc de la surface du bâtiment. Regardez d'abord comment je vais faire par rapport au chevauchement. Attendez, je retiens d'abord la section trouvée ici. J'ai une section de 3,90 m. Donc 3,90 m fois 3,90 m. Ok, 3,90 m, 3,90 m, la section de la semelle. Alors, je vais d'abord vérifier la structure. Je vais rentrer là. Je vais rentrer vraiment au niveau de la structure. Alors, je prends le haut. Je vais prendre d'abord outils. Voilà. Déjà ici, regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble. Déjà, ce niveau ici, je vois que mes panneaux ici, ça forme 4 m 4 m. Mes panneaux, ça fait 4 m 4 m. Ok, 4 m 4 m. 4 m 4 m. Donc, c'est-à-dire que, tandis que de l'autre côté, j'ai trouvé comment? La section de 3,90 m, 3,90 m. Donc, c'est presque 4 m. C'est presque 4 m. Vous voyez? Donc, déjà ici, étant donné que mes panneaux est de 4 m 4 m, la section de la semelle que moi j'ai trouvé également, c'est une section de 3,90 m, ça fait presque 4 m. Eh bien, déjà, je dirais qu'il y a risque qu'il y ait donc chevauchement. Il y a risque qu'il y ait chevauchement, puisque c'est vraiment net. C'est vraiment net. Ou carrément, je serais obligé de réaliser ce qu'on appelle donc la semelle, comment dirais-je, ce qu'on appelle la semelle sous poteau. Ok, la semelle sous poteau. L'idéal serait que vous puissiez quand même garder une distance entre les deux semelles. Ok? Alors, moi je me dis que il y a possibilité de réaliser comme ça, mais pour éviter de manière à ce que tout se passe calmement, et surtout au moment où on va placer aussi des armatures et tout ce qui va avec, pour ne pas réaliser un peu partout le semelle sous poteau. Alors, nous allons donc
refusez déjà la semelle isolée. Puisque regardez là, ça fait 4 mètres. Ici, vous avez 1,50 m. Ok, vous avez 1,50 m ici, 1,50 m. Mais suivant, dans ce sens, ici, ça fait 3 mètres, 3 mètres. Ok, déjà ici, il faut comprendre qu'il y aura chevauchement. Puisque là, ça fait 3 mètres 90, donc presque 4 mètres. Mais la portée ici, ça fait, notre portée ici est de 3 mètres. Ok? Nous avons trouvé une semelle carrée. Donc, il y aura chevauchement. Il y aura chevauchement. Donc, la première condition, déjà, n'est pas satisfaisante. La deuxième condition, maintenant, je vérifie d'abord la section de bâtiment. La section de bâtiment est de combien? Est de 19 mètres x 15. 19 x 15. Donc, 19 mètres x 15. Section des bâtiments. Je peux mettre ça SB. 19 mètres x 15. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai combien le nombre des colonnes? Le nombre des colonnes ou des semelles que j'aurai ici, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Est-ce que je vais bien compter? Attendez. Je réponds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, j'ai 25 colonnes ici. Donc, j'ai 25 colonnes. Je peux mettre ça également ici à côté. Donc, j'ai 25 colonnes. Alors, regardez maintenant comment je vais continuer à faire ma vérification. Et comme déjà, la première condition, nous avons conclu que il y a risque de chevauchement. Ok, il y a risque de chevauchement. La deuxième condition maintenant, nous allons faire quoi? La deuxième condition, il faut comprendre que c'est une condition qui consiste justement à vérifier la surface totale de nos semelles isolées. Ok, que nous allons comparer maintenant avec la surface du bâtiment. Comment je vais vérifier ça? Je commence d'abord à vérifier la surface d'une seule semelle. Je viens là, ça dit j'aurai 3,90 m. Pour voir la surface d'une seule semelle, c'est simple. Ok. Donc j'aurai 3,90 m. Oh là là, voilà. Attendez, je vais... Oh, la calculatrice est partie, je vais reprendre. Donc je vais prendre 3,90 m. Multiplié par 3,90 m. Voilà, ça fait 15,21. Donc ça fait 15,21. C'est 3 mètres, hein, donc ça sera mètre carré. Ok, 15,21 mètres carrés. Je prends ça maintenant, je multiplie ça par le nombre des colonnes. Ok, ça fait 25 colonnes. Donc fois 25. Donc multiplié par 25. Ça me fait 380,25 mètres carrés. Donc c'est ça la surface totale de tous mes semelles. De tous mes semelles. Ok? Maintenant, deuxièmement, je vais vérifier aussi la surface des bâtiments. La surface des bâtiments, j'aurai tout simplement 19 multiplié par 15. Multiplié par 15, ça fait 285 mètres carrés. Voilà. Mètres carrés. Alors,
déjà, ces niveaux ici, qu'est-ce que je suis en train de remarquer ici? Je remarque que la surface totale de la semaine dépasse, voire même la surface des bâtiments. Ça dépasse déjà la surface des bâtiments. Or, le principe est que, par contre, la surface du bâtiment, normalement, devrait être supérieure par rapport à ça. Vous voyez? Donc, déjà là, comme conclusion, je dirais que je constate que la surface totale de mes semelles isolées dépasse ma structure. OK? Alors, pourquoi je fais ça justement? Quand bien même qu'il y a déjà chevauchement. Il y a donc une condition que vous devez plutôt savoir. Il faudrait que vous puissiez savoir que la somme des surfaces de mes semelles isolées doit être carrément supérieure, ok? Supérieure, disons comment, doit être inférieure à 50% de la surface du bâtiment. Ok? C'est-à-dire, la surface totale de mes semelles isolées que j'ai trouvées ici devrait être inférieure à 50% de la surface du bâtiment. Ok? Alors, étant donné que la surface des bâtiments qu'on a trouvé, c'est ça, ok? Ça représente tout simplement les 100%. 285 mètres carrés. Alors, pour avoir maintenant les 50% de ça, c'est juste question de prendre 285 mètres carrés divisé par 2. Je divise ça par 2. Divisé par 2. Voilà, ça me fait 142,5 mètres carrés. Voilà, donc ça représente tout simplement les 50% de la surface du bâtiment. Ça représente les 50%. Vous voyez? Et donc déjà, à ce niveau ici, étant donné que ça dépasse, eh ben, je peux directement conclure que la première condition et la deuxième condition, donc les deux, il n'y a aucune condition qui tienne. Il n'y a aucune condition qui tient debout. Vous voyez? Donc, pour notre cas ici, j'ai conclu pour dire que la semelle isolée n'est pas économique. La semelle isolée n'est pas économique, puisque déjà, la première vérification, on a vu qu'il y a risque de chevauchement. Deuxième condition, nous venons de voir que la surface totale de tous mes semelles dépasse les 50% de la surface du bâtiment. Vous voyez? Donc, il y a risque, donc, la semelle n'est pas économique. Maintenant, la deuxième partie, nous allons passer à la semelle filante. Nous allons voir également si la semelle filante sera économique ou non. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Nous allons voir la deuxième partie. Passez une excellente journée. Au revoir.